Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 septembre et votre podcast du jour est animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans votre podcast, 4 milliards, c'est ce qu'espère récupérer l'État avec les nouveaux bons d'État. On entendra Jean de Boet de l'Agence fédérale de la dette. Il y a un intérêt certain, donc ce sont des gens qui veulent souscrire, qui demandent des précisions pour être sûrs que comment est-ce qu'on va le faire. Les voitures de société, investissement conséquent pour les PME et l'électrification du parc automobile de société en est en partie la cause. Alexia Van Zeulen, conseillère PME chez SD Works, va nous en parler. C'est vrai qu'en effet, des voitures électriques ou des voitures hybrides sont potentiellement plus chères. Un rapport attendu. Mario Draghi, ancien Premier ministre d'Italie et ancien gouverneur de la Banque centrale européenne, va présenter son très attendu rapport sur la compétitivité de l'Europe. On vous explique dans ce podcast. Restez à l'écoute. Z sur 7 à la une. C'est aujourd'hui que les quelques 22 milliards liés aux bons d'État vont être versés à près de 500 000 investisseurs. Dans un même temps, les taux des 2 prochains bons ont été annoncés. 2,75% à 1 an et 2,80% à 10 ans. Jean de Boet de l'Agence fédérale de la dette précise ces taux. Nous avons aussi une commission à payer pour les bons d'État qui seront vendus via le canal bancaire, ou bien nous avons des frais administratifs internes pour les bons d'État qui sont vendus via notre propre canal, le Grand Livre. Dans l'ensemble, nous estimons que ces coûts seraient de 20 cents. Donc il faut déduire 0,20% de ce 2,94% pour arriver au coupon du bon d'État qui a donc été fixé, comme je l'ai dit, à 2,75%. Comme estimé, ce sont des taux qui sont en dessous du bon d'État précédent, dû à un précompte qui a doublé. L'État s'attend néanmoins à récupérer quelques 4 milliards d'euros. Selon Jean de Boet, l'intérêt des gens est toujours présent. Il y a un intérêt certain, donc ce sont des gens qui veulent souscrire, qui demandent des précisions pour être sûrs que comment est-ce qu'on va le faire. Maintenant, toutes ces questions ont été posées à un moment où les taux n'étaient pas connus, donc maintenant les taux sont connus. J'ai pas entendu que ça se calme, donc l'intérêt il est là. Mais en fait, il y a une réalité, c'est qu'il y a l'offre de certaines banques et il y a aussi le fait qu'il n'y a plus d'avantage fiscal, donc le précompte immobilier est de 30%. Maintenant, les grandes banques rivalisent pour récupérer l'argent des investisseurs du bon d'État en augmentant leur taux d'intérêt sur de nombreux produits bancaires. Pari gagné selon l'Agence de la dette. Le bon d'État a créé de la concurrence et a modifié les taux. Cependant, de son côté, Testachat dénonce une concurrence bancaire de façade. Les offres des banques ne concernent que des produits de niche et ne proposent jamais de taux intéressants pour les comptes épargne. Pour rappel, le rendement moyen annuel ne dépasse pas les 1%. Z sur 7 à la une. Les voitures de société représentent un investissement conséquent pour les entreprises. Leur coût a grimpé de 30% depuis 3 ans. En effet, il faut compter le véhicule et avec la transition vers des voitures électriques, parfois aussi l'installation d'une borne de recharge. Eastnet, à Waterloo, est une PME spécialisée dans la sécurisation des paiements en ligne et elle fait partie des entreprises concernées. Fatia Kafan de Smet, Senior RH Manager chez Eastnet. On peut dire qu'on est dans un budget de plus ou moins 20 000 euros. Et donc, au niveau dépréciation, on est à plus ou moins 3 000 euros. Donc, c'était quand même un investissement. Là, on est dans un parc ici à Waterloo. On n'a reçu aucune aide, ni du gouvernement, ni des propriétaires, ni même de la gestion du parc en elle-même. Donc, c'est un coût qui a été supporté à 100% par la société. En Belgique, la moitié des PME proposent des voitures de société et cela coûte de plus en plus cher. L'électrification du parc automobile de société n'y est pas pour rien. Alexia Van Zeulen, conseillère PME de SD Works.
C'est vrai qu'en effet, des voitures électriques ou des voitures hybrides sont potentiellement plus chères et que si l'employeur veut pouvoir offrir une voiture d'un même standing que ce qu'avait le travailleur en voiture thermique, eh bien parfois on a un coût qui est beaucoup plus élevé et vous avez certaines PME qui ne savent pas donc suivre des budgets un peu plus élevés et qui du coup choisissent d'attendre ou en tout cas de remettre cet objectif à un peu plus tard. Une solution alternative à ce problème, le budget mobilité. Échanger son véhicule contre une solution de transport plus écologique ou encore contre de l'argent. Cependant, c'est compliqué de garder un équilibre entre les employés. Pour l'instant, seule une entreprise sur 3 propose cette alternative. Z sur 7 à la une. L'Union des classes moyennes a sondé ses affiliés et analysé les données du SPF Économie sur l'ensemble des communes wallonnes. En prévision des élections, ils ont étudié la pression fiscale qui pèse sur les entreprises et les indépendants. Dans 60% des cas, les membres de l'UCM jugent cette taxation excessive. Joëlle Labillois, directrice UCM Hainaut, précise ce propos. On a différentes taxes, ça peut être la taxe sur la force motrice, la taxe sur la distribution d'écrits publicitaires, la taxe sur les agences de paris, sur la nourriture à emporter qui est apparue après le Covid notamment. C'est vraiment extrêmement variable. 21% des taxes locales sont à la charge de l'entrepreneuriat, mais uniquement 4% des investissements communaux seraient en lien avec l'économie. La moitié des entrepreneurs estiment que les services fournis par les communes ne sont pas satisfaisants. Il y a un portefeuille de 23 taxes qui sont appliquées ou non, enrôlées ou non en fonction des communes. Et on a des différences extrêmement significatives d'une commune à l'autre, avec certaines communes qui ne taxent pas du tout et d'autres qui imposent une taxation de 1 800 à 2 010 euros par habitant et notamment dans le Hainaut. Il y a donc des disparités fiscales importantes entre les provinces et entre les communes. Alors, à l'occasion des élections d'octobre, l'UCM a compilé une série de 112 recommandations dans un mémorandum. De nombreux répondants soulignent le manque de transparence et dénoncent la double imposition entre communales et provinciales comme frein au développement de leur entreprise. Z sur 7, le podcast quotidien de Transcanal Z. Aujourd'hui, avec notre expert Olivier Colsoul d'AG Insurance, nous allons parler des marchés d'actions et plus particulièrement de cycles boursiers. Combien de phases boursières différentes y a-t-il et comment peut-on les définir ? Alors c'est simple, on connaît en général 2 phases boursières. Alors la bourse, on investit parce qu'on espère bien entendu avoir des rendements positifs et les études à long terme prouvent que c'est le cas, mais parfois la bourse aussi peut décevoir et connaît des phases de repli. Alors on détermine en général un cycle haussier lorsque les cours de bourse, le cours des actions augmente de plus de 20% par rapport au dernier creux ou plus. Et à l'inverse, on va donc parler de marché baissier ou de bear market lorsque les cours de bourse donc baissent à ce moment-là de plus de 20% par rapport au dernier sommet. Alors pour les phases en hausse, on constate 3 phases sous-jacentes. Quelles sont-elles ? La première phase, c'est, je dirais, la phase de rebond, où un petit nombre d'investisseurs vont déceler sans doute des tendances de retournement et donc se positionner. Puis on a la deuxième phase qui est celle de l'expansion, où là, beaucoup d'investisseurs constatent que les choses s'améliorent effectivement et donc entrent aussi de plus en plus dans les marchés d'actions. Et puis après la troisième phase, c'est un peu celle d'euphorie, où tout le monde est convaincu que les choses ne peuvent aller qu'aller mieux et de façon indéfinie. Et là, donc, on a les excès boursiers où les cours donc augmentent plus vite que, par exemple, les bénéfices et donc les valorisations deviennent extrêmement chères. Il y a donc 2 grandes phases différentes, mais actuellement, où en sommes-nous et qu'en est-il pour l'avenir ? Eh bien, donc la dernière phase de correction, comme je viens de l'évoquer, elle a eu lieu en 2022. Le creux du marché, c'était plus ou moins début octobre 2022. Donc depuis lors, on est dans une nouvelle phase haussière qui a presque 2 ans, avec un rebond pour l'indice américain cumulé de l'ordre de 66%. Donc quand on regarde par rapport à la moyenne historique des marchés haussiers, on voit que en fait, on est un petit peu en dessous en termes de durée et d'intensité par rapport à la durée moyenne d'un marché haussier. Maintenant, ça ne nous dit pas, bien entendu, quand est-ce que le marché,
quelle va être la durée du marché haussier et quand est-ce qu'il va se retourner. Les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. Cette semaine, dans notre rubrique Les dessous du pouvoir, Mario Draghi, ancien Premier ministre d'Italie et ancien gouverneur de la Banque centrale européenne, va présenter son très attendu rapport sur la compétitivité de l'Europe. Une incertitude grandissante, une relation fracturée avec la Russie ou encore le retard européen vis-à-vis des États-Unis. Peter de Keyser nous explique en 3 questions. Premièrement, que représente ce rapport ? En fait, il y a eu 2 rapports. Il y a eu la question du Conseil européen à Enrico Letta pour écrire un rapport sur la compétitivité et le marché interne de l'Europe. Il y a aussi ce deuxième rapport qui va être écrit par Mario Draghi, aussi sur la compétitivité, mais c'était la question de la Commission européenne. Alors, qu'est-ce qui est le problème ? On voit aujourd'hui que l'Union européenne a une croissance qui est beaucoup plus faible que la croissance américaine. Il y a le retour potentiel de Donald Trump, il y a la concurrence accrue avec la Chine, il y a la relation rompue avec la Russie, il y a les prix énergétiques qui sont plus élevés en Europe que dans d'autres régions. Et ça pose naturellement des problèmes de croissance et de compétitivité pour la Commission. C'est pourquoi qu'on a posé la question à Mario Draghi d'écrire un rapport sur les solutions potentielles sur cette manque de compétitivité. Deuxièmement, pourquoi ce rapport vient-il maintenant ? Le rapport a été commandé il y a quelques mois et on a travaillé avec des experts et Mario Draghi là-dessus. Donc probablement on va avoir un rapport de quelques centaines de pages, mais le problème c'est que l'Union européenne maintenant se trouve dans une situation plutôt désespérée ou une situation qui n'est pas favorable. Et on se pose des questions sur la croissance européenne et sur la compétitivité européenne. Quand on regarde entre 2010 et 2023, l'économie américaine a connu une croissance de 34%, tandis qu'en Union européenne, en zone euro, ça n'était que 18%. Il y a 2 éléments négatifs qui jouent contre l'Europe. C'est d'abord la démographie qui est extrêmement négative en Europe. On a une contraction de la population active, il y a aussi un vieillissement considérable de la population. Et deuxième chose, c'est la croissance de la productivité, qui reste vraiment derrière la croissance productivité d'autres régions. Et c'est pourquoi qu'il faudrait avoir des mesures pour rendre l'économie européenne beaucoup plus compétitive. Et dernièrement, qu'est-ce que ce rapport va proposer ? Alors probablement, il va proposer des réformes structurelles à l'économie européenne, aux institutions européennes, probablement une politique industrielle dans un certain nombre de secteurs, un rôle beaucoup plus accru dans les secteurs de l'industrie, l'énergie, la sécurité, la défense. Alors ça veut dire une sorte de fédéralisation de certaines compétences qui vont vers l'Europe. Au détriment des pays membres. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ce rapport, précisément parce que c'était attendu depuis des mois, parce que c'est Mario Draghi, qui est un homme politique très important, ce rapport, la conclusion de ce rapport va en fait être la mission pour la commission suivante. Alors non seulement est-ce que ce rapport va déterminer ce que va faire la commission suivante, mais aussi, précisément parce que l'économie, la compétitivité va être tellement importante, le poste de commissaire pour l'économie ou pour la compétitivité va être de plus en plus important. Merci à vous auditeurs et auditrices d'avoir été à l'écoute de votre podcast Trends Canal Z. C'est tout pour aujourd'hui. Ne vous en faites pas, on se retrouve demain pour un podcast animé par Anne Marchand. Mais avant cela, restez à l'écoute pour un volet légal proposé par le Centre pour la sécurité Belgique. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Je suis Valérie du Centre pour la cybersécurité Belgique. Nous sommes heureux de vous expliquer aujourd'hui ce que les obligations de la nouvelle loi NIS 2 signifient pour les entreprises ou votre organisation. À partir du 18 octobre 2024, la loi NIS s'applique. Et à compter de cette date, chaque entité devra signaler les incidents significatifs au CCB. Toute organisation couverte par la loi devra s'inscrire également sur le portail du CCB
at work, au plus tard pour le 18 mars 2025. En ce qui concerne les mesures de cybersécurité, chaque entité devra commencer à les prendre immédiatement. Un délai de 18 mois sera toutefois prévu pour procéder à la première évaluation de conformité. Les entités essentielles auront 30 mois pour se mettre en règle avec leur certification. Vous voulez plus de détails ? Allez voir le site du CCB, atwork.cephoneweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.